Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Pierre au Chaud. Aujourd'hui, épisode enregistré en extérieur. Je fais ma petite balade, un peu de sport fait jamais de mal. Donc aujourd'hui, je voulais parler du sujet de la sécession. Parce que c'est un sujet qui revient souvent parmi les anarcho-capitalistes et libertariens. On dit que voilà, il faut promouvoir la sécession, la décentralisation au maximum. Et récemment, moi j'avais fait le livre audio de Hans-Hermann Hoppe sur Que faut-il faire, ou en gros dans lequel il recommande vraiment de partir au niveau municipal, d'essayer de prendre des mairies et de localement se désengager le plus possible de l'influence de l'État. Et je voulais discuter de ça parce que ça me paraît, en fait, bon, sur le papier ça paraît relativement simple et plutôt intéressant et ça me paraît être une bonne solution. Mais je voulais voir au niveau en fait de l'histoire, de comment ça se passait, si on avait des exemples justement de sécession qui avaient vraiment réussi et si elles avaient réussi, comment elles avaient fonctionné. Parce que ce modèle-là de sécession au niveau municipal, de déclarer du jour au lendemain que voilà, pas du jour au lendemain, mais parce que je veux pas caricaturer ce que Hobbes dit parce qu'il dit que c'est quelque chose de progressif, qu'il faut y aller étape par étape, commencer par déjà se faire élire, réduire les dépenses, privatiser un certain nombre de choses, rendre les piscines municipales, les revendre aux contribuables locaux, ce genre de choses. Donc c'est pas du jour au lendemain. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est est-ce que concrètement, est-ce que réellement ça peut fonctionner? Parce que là, hier, je viens de finir un livre sur la guerre de Vendée. Ça s'appelle Petit Jean le bandit. Petit Jean le bandit. Donc c'est l'histoire. C'est une histoire romancée qui raconte l'histoire de Vendée au travers du personnage Petit Jean qui est un prêtre réfractaire, donc un prêtre qui a refusé de jurer sur la constitution, enfin pas la constitution, mais pour la République, quoi. En gros un vrai prêtre en fait. Et dans cette histoire, donc, on parle de la guerre de Vendée et on voit, voilà, les atrocités qui sont faites par les révolutionnaires contre les Vendéens. Parce que les Vendéens veulent pas, justement, se soumettre à la nouvelle loi de la République. Et, y a ces guerres qui arrivent parce que les Vendéens n'acceptent pas qu'on leur impose des prêtres choisis par l'État et non plus par le Vatican et la hiérarchie de l'Église. Et donc ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que au regard de cette question de la sécession, c'est que on voit que au niveau local, ils arrivent vraiment, les Vendéens arrivent à résister à la République. Mais moi j'ai l'impression qu'en fait une des erreurs des Vendéens, c'est un peu l'erreur qu'on fait en fait quand on fait de la politique au niveau national, c'est qu'on veut imposer à l'ensemble de la population son modèle. On veut imposer à l'ensemble de la population son mode de gouvernement, les valeurs, etc. Et ce qu'on voit là, c'est pendant la Révolution, les premiers fautifs, c'est les révolutionnaires, on va pas dire le contraire, les révolutionnaires qui ont massacré tous les gens et qui veulent imposer des choses complètement aberrantes. Et en fait, on peut se demander si d'un point de vue même pas seulement stratégique, mais d'un point de vue éthique, le fait que voilà, il y a des personnes, on va caricaturer, en gros que à Paris, les gens voulaient plus que ça soit la monarchie, que ça soit plus le roi. Et donc, ok, à Paris, on va dire qu'ils veulent faire une république, mais est-ce que ça leur donnait le droit de le faire partout ailleurs en France? Et pareil pour les Vendéens en fait. Les Vendéens, eux, voulaient garder le roi. Et dans le roman, c'est pas du tout la situation avant la Révolution n'est pas du tout idéalisée. C'est ça que j'ai trouvé plutôt bien.
on n'a pas parce que souvent dans ce genre de littérature, on idéalise un peu l'image de la monarchie et tout ça et de l'ancien régime. Et là, bon, on présente bien les paysans comme bien taxés, notamment sur le sel, les impôts aberrants sur le sel qui sont vraiment la manière dont c'est présenté, vraiment c'est scandaleux. Donc, et on voit qu'au début, les paysans sont plutôt relativement favorables aux changements, aux réformes qui vont être faites. Mais c'est après, quand on leur impose vraiment des choses aberrantes du style les prêtres choisis par la République, là, de toute façon, ça n'a plus aucun sens. Au passage, quand on parle là, actuellement là sur comme il y a plus de musulmans, là, on parle de en gros former les imams, choisir les imams. Ça me refait penser en fait à cette période de la Vendée où la République voulait choisir les prêtres et en fait ça n'a aucun sens. C'est pas à des personnes extérieures choisir qui sont les personnes légitimes ou non pour organiser et mener le culte. Sans justement, là je ne rentre même pas dans le débat de savoir si le culte est bien ou pas. Là, c'est vraiment d'un point de vue organisationnel et pertinent, ça n'a juste aucun sens. Donc, je pars un peu. Donc en fait, ce que je disais, c'était que la République, qu'on pouvait leur reprocher, admettons que voilà, à Paris, tout le monde voulait la République. On n'avait pas imposé partout et à faire ce genre de choses absurdes. Et après, c'est vrai que quand on lit le bouquin, on se dit, vu que localement les Vendéens arrivent quand même à résister, à lutter contre justement les républicains, même si on voit que c'est quand même assez partagé, on voit qu'il y a la moitié est pour la monarchie, l'autre moitié plus républicaine. Et aussi on voit que en fait les alliances peuvent se défaire assez rapidement et on voit qu'en fait beaucoup de personnes agissent en fonction de la situation et pas vraiment par valeur. C'est vrai que les chiffres, moi je les ai à l'époque, j'avais lu en gros dans les prêtres qui avaient juré pour la révolution, pour la constitution, en gros c'était la moitié. Donc en fait on peut se dire qu'à l'époque déjà il y avait la moitié des prêtres qui étaient des faux prêtres quelque part, et ça on le voit aussi pendant la révolution mexicaine avec les Cristero. En fait, c'est un peu la même chose qui s'est reproduit en Vendée, où en gros les prêtres, il y en avait la moitié qui sont partis. Après bon, on n'est pas dans leur place, on n'est pas à leur place quand on est menacé de mort, tout ça, quand les familles sont menacées. C'est très facile après coup de dire ouais j'aurais fait ça, machin. C'est juste que le rôle du prêtre c'est représentant du Christ sur terre. Donc la mission c'est vraiment d'être le Christ, d'aller dans les pas du Christ et en gros placer la République au-dessus de ça, au-dessus du Christ. Ça montre juste que voilà on n'est pas un vrai prêtre. Après bon, on peut le penser, mais si on n'agit pas, de toute façon les paroles ça n'a pas vraiment de valeur. Ce qui compte c'est les actes. Donc là je me perds un peu dans des considérations autres. Mais en gros un des problèmes c'est qu'on voit que les Vendéens localement arrivent à résister. Les Chouans après en Bretagne arrivent également à résister. Et on voit que tout part un peu en vrille quand ils font ce qu'on appelle la virée de Galerne, quand ils veulent monter là jusqu'au Mont Saint-Michel à Granville pour rejoindre les soi-disant troupes anglaises qui débarqueraient, qui au final ne débarquent pas, pour justement retourner aller à Paris, retourner la situation et faire que la monarchie subsiste. Donc c'est vrai que bon, en première étape, on peut se dire oui, ils ont raison de faire ça. Et ensuite, dans un second temps, on peut quand même se poser la question, ce qu'on reproche aux révolutionnaires de vouloir étendre la révolution partout en France, on peut se dire mais en fait si des gens en France voulaient plus le roi et voulaient la République, ok, soit qu'ils le fassent, et que les Vendéens, mais en fait, fassent la même chose, qu'ils n'imposent pas à ceux qui veulent pas le culte catholique, qui veulent pas le roi,
en fait c'est difficilement enfin d'un point de vue moral ça me paraît discutable, et d'un point de vue politique stratégique ça me paraît aussi difficilement implémentable. C'est-à-dire que si toute une région ne veut pas du rock, enfin, ça sert à rien de s'obstiner. On ne va pas aller contre ces personnes-là s'ils ne veulent pas, elles ne veulent pas. Et c'est un peu la même chose qu'on pourrait dire au niveau politique, quand il y a des partis comme, moi je sais pas, l'Action française ou ce genre de choses. En fait, j'ai un peu de mal à comprendre comment ils peuvent s'imaginer faire tout basculer au niveau national. Et moi, une recommandation, une suggestion, une idée que j'avais pour certains royalistes, c'était de leur dire de faire un peu à l'ancienne, quoi, de faire un peu comme ce qui avait été le début de la France à la chute de l'Empire romain. Parce qu'on parle de la France, donc là les Vendéens voulaient faire retourner, la monarchie à l'ensemble du territoire. Et bon, moi ce que je disais à des royalistes, c'est que la France, en tant que pays, n'est pas quelque chose, c'est pas que ça n'existe pas, mais c'est pas quelque chose de figé dans le marbre. À l'époque de Clovis, la France, c'était quoi? C'était l'Île-de-France, quelques villes, la Senlis, je sais plus exactement, Soissons, ce genre de choses. Enfin, c'était pas la France qu'on connaît, le territoire qu'on connaît actuellement. Donc, moi, une des idées que je leur propose, c'était de repartir un peu de zéro. Après, bien sûr, c'est un peu décourageant, on peut se faire traiter de traître ou tout ça, mais la réalité, c'est que la France, telle qu'on la connaissait et telle que les royalistes la souhaitent, elle n'existe plus depuis la mort du roi, depuis 1791. Donc, vouloir appliquer le royalisme à l'ensemble du territoire actuel, ça me paraît... déjà, il y a plein de gens qui ne le veulent pas, donc d'un point de vue moral, ça me paraît discutable. Et ensuite, d'un point de vue politique, quand on voit le taux d'intérêt pour le sujet, ça me paraît complètement indérisoire, quasi une perte de temps. Par contre, ce que je propose, moi, c'est assez royaliste. Et ce que je pense qu'en fait les Vendéens auraient dû faire, c'était de vouloir faire une sécession. Faire une sécession de la République. Que d'un côté il y ait la République française et que d'un autre côté il y ait le Royaume de France. Et que le Royaume de France irait de la Bretagne à la Vendée. Et que ce serait un territoire séparé. Et ça, en fait, quand on lit justement le roman et qu'on lit l'histoire des guerres de Vendée, on voit qu'ils veulent, en fait, c'est un peu le miroir des révolutionnaires. Après, ils sont pas du tout aussi fous et sanguinaires que les révolutionnaires, mais c'est plus qu'ils sont dans la même logique politique de vouloir appliquer la royauté à l'ensemble du territoire. Alors, on aurait très bien pu imaginer qu'ils le fassent sécession, qu'ils le fassent uniquement pour la Bretagne et la Vendée. Et ça n'est pas arrivé. Je crois qu'il y avait Charette qui avait une idée comme ça à un moment donné. J'avais lu ça dans le livre de Villiers sur le fait que Charette avait, je crois, proposé de faire un royaume indépendant en Vendée. Bon, au final, c'est tombé à l'eau, mais on peut se dire que en fait, ça aurait dû être peut-être l'angle par lequel le Royaume de France aurait toujours subsisté. C'est que voilà, si les gens, un certain nombre de personnes, de communes, ne veulent pas rejoindre la République, qu'ils le fassent pas et qu'il reste le Royaume de France, mais ne pas vouloir que le Royaume de France s'applique à d'autres villes. Par exemple, on voit là dans les récits, là sur Nantes, les batailles à Nantes, où en gros tout le monde est pour la République, tant pis, ils veulent pas. T'as pas à l'imposer de force. Et donc voilà, il y a cette idée, peut-être pour
les royalistes, et ça c'est une idée qui vient des libertariens et des anarchistes, c'est qu'en fait, d'un point de vue moral, peut-être même d'un point de vue pratique, ça aurait plus de sens de faire des sécessions locales et de créer, de dire, proclamer, dans cette zone, La Roche-sur-Yon, à je sais pas où, à La Rochelle, les gens, les propriétaires sont d'accord et ils déclarent le nouveau le nouveau royaume de France ici. Après, le problème, déjà, il faudrait que plusieurs propriétaires arrivent à se coaliser, à avoir des terrains ils sont pas obligés d'être complètement jouxtés, mais on imagine que vu ce qui s'est passé pendant la guerre de Vendée, il faut pouvoir quand même défendre les arrières. Non, toujours dit-il que bon, ok, on peut imaginons que ça arrive. Est-ce que vraiment ces gens arriveraient à résister et à vraiment faire sécession? Parce que ce qu'on voit, c'est que les Vendéens n'ont jamais demandé, enfin a priori, à part Charest peut-être, n'ont jamais demandé la sécession. Mais quand on voit dans l'histoire, l'exemple typique de la guerre de sécession aux États-Unis, quand le Sud voulait pas appliquer ce que le Nord demandait et voulait quitter l'Union, il y a eu une guerre et au final, c'est l'Union qui a gagné. Après, on va pas rentrer dans les considérations de pourquoi. C'est juste que le Sud voulait faire sécession et voulait quitter les États-Unis et ça ne s'est pas fait par la force. Et c'est ce qu'on voit. Bon, en Vendée, c'était pas une sécession, mais on voit qu'ils se sont fait complètement massacrer. Et la question, donc, c'est de se dire, point de vue anarchiste, on dit oui, il faut juste prendre des municipalités et tout se passera bien. En fait, quand on regarde l'histoire, il y a déjà eu des tentatives et ça se passe jamais bien. C'est que direct, tout le monde se fait massacrer. On a l'impression que plus l'union augmente, plus le pouvoir central augmente, plus il est impossible d'en sortir. Et c'est même dans une moindre mesure ce qui se passe avec le Brexit. Où en gros, on pourrait très bien considérer, enfin moi je considère que si le Royaume-Uni veut quitter l'Union Européenne, qu'il le quitte. Chacun devrait pouvoir faire ce qu'il souhaite. S'il estime que cette union n'est pas intéressante pour lui, qu'il la quitte et voilà, et on se quitte comme ça. Enfin, c'est pas la peine tout de suite d'entrer dans des invectives et qu'on voit les autres dirigeants européens insulter les Anglais, ce genre de choses. Enfin, on comprend pas bien quel état d'esprit ces personnes ont. Bon, passons. Mais bon, on voit que quand il y a des sécessions qui vont se faire, l'Union européenne, c'est un cas un peu différent parce que on va dire que l'Union en tant que telle est plus légère et moins forcée que dans le cas des États-Unis. Mais quoique les États-Unis, je pense, c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on peut imaginer que les États-Unis, chaque État a ses propres lois, a ses propres cours de justice, et on aurait pu penser que si des États souhaitent quitter l'Union, qu'ils le fassent. Et c'est ce qu'on a vu de toute façon aussi avec la création des États-Unis. Enfin, les États-Unis avant c'était l'Angleterre. Donc, le seul moyen qu'ils ont eu pour quitter l'Angleterre, ça a été de faire la guerre contre l'Angleterre, contre le Royaume-Uni. Donc je ne sais pas en fait s'il y a vraiment des exemples de sécession sans guerre, parce que ce que décrit Hans Hermann Hoppe sur la vision étape par étape communale, de se désengager progressivement, sur le papier, oui, pourquoi pas, mais dans les tentatives qu'on voit de sécession, de séparation, ce qu'on avait vu là en ex-Yougoslavie sur les territoires, là, le Kosovo, qui se séparait de la Serbie, ce genre de choses, à chaque fois il y a eu des guerres. Je
connais pas forcément. Il y a peut-être la Tchécoslovaquie qui sépare entre République tchèque et Slovaquie. Est-ce qu'il y a d'autres si vous avez des exemples de sécessions qui se sont bien passées, de séparation, ça m'intéresserait d'avoir vos commentaires. On va repartir un peu dans le temps. Là, tout à l'heure, je parlais de Clovis. En fait, Clovis, la France n'existait pas. Hein. Au début, ça a été quelques territoires, des sortes de fiefs, de petits pseudo-royaumes de l'Empire romain. Et c'est en fait à l'effondrement de l'Empire romain que ces royaumes se sont constitués via les chefs locaux et ce genre de choses. Et là, en fait, il n'y a pas vraiment. En fait, c'était pas des sécessions, c'est juste que l'Empire romain a disparu parce que on a plusieurs théories, hein, les invasions barbares, mais ça, en fait, plus on avance dans la recherche historique, on a l'impression que c'est pas vraiment ça qui a renversé l'Empire romain, que c'est plutôt en fait le système de fonctionnement de l'Empire qui était surendetté, qui devait en fait c'est en fait un peu ce qui se passe actuellement, qui payait, qui subventionnait des millions de gens et qui pour les subventionner devait à chaque fois piller, faire de l'esclavage et ce genre de choses. Donc en fait il s'est effondré parce qu'économiquement c'est un peu ce qu'on retrouve en URSS, c'est que c'est pas une vraie économie. Ça repose sur l'esclavage, le pillage et la subvention des gens. C'est voilà, c'est le problème du calcul économique, comme diraient les autres. C'est que l'argent, il n'y a plus d'argent. Ou l'argent n'a plus de valeur, on sait plus qu'est-ce qui vaut quoi. Mais après l'Empire romain, il y a aussi le problème de l'étendue. Il y avait le problème de l'étendue de l'Empire. Et bon, c'est pas le sujet, je sais pas pourquoi je parle là-dedans. C'est la naissance des royaumes, la naissance des différents petits royaumes, Clovis et compagnie. Et en fait, ces choses ont émergé une fois que l'empire a disparu. Et c'est ce qu'on voyait aussi avec les monastères et ce genre de choses. En fait, c'était des zones un peu à part, avec des droits un peu différents, des justices différents. Et on voit aussi qu'à l'époque, à l'Ancien Régime, quand on nous dit la justice doit être monopolistique, à l'époque, il y avait plusieurs justices qui pouvaient s'appliquer sur un territoire. Donc, petit contre-exemple. Et on voit que les royaumes se sont créés parce que la grosse union s'est complètement effondrée. Mais les cas où une grosse union existe, et on va dire qu'elle est en vie et relativement bien portante, la sécession me paraît hyper difficile. Hyper difficile parce que, en fait, c'est ce qu'on voit dans la guerre de Vendée. C'est que pour que la sécession marche, j'imagine qu'il faudrait que 100% des gens, moralement, il faudrait que 100% des gens qui font sécession veuillent faire sécession déjà. Ensuite, pratiquement, il faut que 100% des gens le veuillent parce que ce qu'on voit dans les guerres de Vendée, c'est que en gros, il y a 50% des gens qui étaient pour, c'est pas la sécession mais la résistance à la République, 50% pour et 50% contre. Qu'est-ce qui se passe? Trahison par trahison. Tout le monde se fait massacrer. C'est divisé pour mieux régner. Si une commune, quelque chose n'est pas à 100% derrière le projet, ça va s'effondrer. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est le projet anarcho-capitaliste, des petites enclaves, un peu ce que faisaient les républiques de Venise, tout ça, mais ça, toutes ces républiques aussi viennent du fait que l'Empire romain a été détruit, hein, ça s'est reconstitué, là, des petites républiques se constituent au fur et à mesure. Mais si on doit faire ce projet là de sécession, je pense que le seul truc qu'on pourrait faire, c'est d'acheter des terrains quelque part et d'essayer en fait.
parce que au vu de l'histoire, ça me paraît très difficile. Et après, voilà, on achète ces terrains, mais qui voudra aller dans ces terrains? Parce que, ok, on dit que moralement, d'un point de vue des principes, c'est le mieux. Mais après, bah, c'est ce qu'on voit à chaque fois dans les résolutions. Il y a l'intérêt immédiat, le confort de vie actuellement. Les gens vivent globalement bien. Il y a des exceptions, mais globalement, ça, les gens ont de quoi manger, ce genre de choses. Et on peut se dire, en fait, est-ce que vraiment il y aurait des gens qui voudraient acheter un terrain, je sais pas où, au milieu de nulle part, plus vraiment pouvoir exercer leur métier, plus avoir de quoi se nourrir, pour être en accord avec leurs principes? J'aimerais dire que oui, mais la réalité et l'histoire nous montrent que c'est vraiment à chaque fois une petite élite qui va y arriver, et pas forcément, c'est pas quelque chose que le groupe arrivera à faire. En plus, quand on est dans des cas avec des enfants et ce genre de choses, c'est des situations impossibles, inextricables. Si on prend l'hypothèse, vous êtes une famille avec des enfants et que vous partez à cette session, et que une semaine après on vous dit, bah si vous rendez pas, machin, on exécute votre famille, la probabilité que vous vous rendiez me paraît juste énorme. Donc moi ces projets sur le papier je trouve ça super, mais en fait dans la réalité ça me paraît tellement éloigné, j'ai un peu de mal à voir comment ça pourrait arriver. Voilà, bah si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre vos commentaires dans la vidéo. J'essaierai d'y répondre. Merci.